Alors, à travers l'histoire, en fait, les océans et la mer illustrent finalement l'évolution des relations internationales, l'évolution du développement économique, l'évolution des échanges culturels, mais aussi les stratégies de puissance. Si on regarde à très court terme et sur les dernières années, on voit qu'il y a un réinvestissement de la part d'un certain nombre de puissances mondiales autour des enjeux maritimes, soit parce qu'elles avaient un peu déserté les océans en termes de conquête, d'influence et de rayonnement, soit parce que des puissances émergentes, complétant leur développement et leur narratif stratégique, se rendent compte que aller sur mer est aussi important que rayonner et être influent en termes de puissance que sur Terre. Et donc nous avons à la fois des puissances maritimes établies, la puissance américaine est depuis un siècle très forte dans le monde, notamment aussi parce que c'est une grande puissance maritime. Les États-Unis, c'est la première zone maritime mondiale, c'est aussi la première force militaire navale. Nous avons en miroir une Chine qui, dans son émergence spectaculaire ces dernières années, a investi la mer comme champ stratégique supplémentaire dans son développement économique, dans sa militarisation également, mais toute sa quête aussi d'influence scientifique, de découverte marine, de nouvelles ressources ou de pêche évidemment, si on prend ce secteur d'activité. Et puis nous avons des plus petits pays à côté de ces deux superpuissances, des plus petits pays qui essayent de résister par la mer sur la scène internationale. Et donc on voit que des pays comme la Norvège, des pays comme le Portugal, des pays comme le Sénégal, des pays éventuellement comme le Chili, qui ont des grandes façades maritimes, qui ont des ambitions par la mer, n'oublient pas ces espaces. On pourrait évidemment parler des Pays-Bas, qui historiquement ont toujours été tournés vers les espaces maritimes et qui continuent aujourd'hui à travers la mer et le grand large à penser leur influence extérieure ou en tout cas leur place sur l'échiquier international. Et donc nous voyons que la mer reste centrale pour des acteurs établis, pour des puissances émergentes qui en font un terrain de conquête supplémentaire. Et surtout la mer, elle illustre aujourd'hui un peu l'état des relations internationales. C'est d'ailleurs ce qu'on a aussi souhaité montrer dans l'ouvrage, c'est que la mer est parfois en phase avancée sur la Terre par rapport aux tensions internationales entre les pays, et finalement c'est un bon baromètre d'une géopolitique qui chauffe, une géopolitique qui est en forte transformation ces dernières années pour des raisons économiques, pour des raisons stratégiques, mais finalement la mer, peut-être avant la Terre, est annonciatrice d'un certain nombre de métamorphoses de la scène stratégique mondiale. Alors dans l'ouvrage, nous avons fait des fiches fiction. Ces fiches fiction ont valeur de pédagogie, mais aussi d'alerte par rapport à des risques qui pourraient subvenir dans les prochaines années. On a imaginé finalement autour de la pêche que compte tenu des problématiques environnementales, un certain nombre d'acteurs se coaliseraient pour plaider pour une interdiction radicale de la pêche dans le monde. On sait que la pêche dans le monde s'est fait supplanter ces dernières années par l'aquaculture parce que la demande en protéines aquatiques ne cesse de progresser et la consommation alimentaire mondiale elle-même étant en forte hausse compte tenu de la croissance démographique planétaire et finalement les produits de la mer autant que les produits de la terre sont déterminants dans cette sécurité alimentaire. On ne mange pas uniquement des produits issus des récoltes terrestres, les productions de la mer sont importantes. Mais nous avons en effet de la surexploitation des ressources halieutiques. Nous avons des dérives aussi géopolitiques en mer autour de la pêche, puisque certaines puissances vont capturer des stocks de poissons dans les eaux souveraines de pays voisins ou lointains. Et donc nous avons des vraies dérives et des contrôles à augmenter année après année autour des pêches dans le monde, dont on sait par ailleurs qu'elles ont un certain nombre d'impacts sur les écosystèmes marins, sur finalement un certain nombre de variables qui, autour de l'environnement et du climat, nécessiterait presque d'interdire radicalement la pêche. Et finalement, le marché en tant que tel est déjà dans l'équilibre, c'est-à-dire que la pêche ne progresse plus depuis un certain nombre d'années, les volumes supplémentaires de poissons consommés sur Terre par une population qui a atteint 8 milliards d'habitants en 2022, proviennent dorénavant majoritairement de l'aquaculture. Cette aquaculture, elle peut être littorale, mais elle est de plus en plus terrestre,
et cette activité aquacole est en très grande progression dans le monde, notamment en Asie. Elle fait aussi des progrès au niveau européen et elle se développe fortement en Afrique. Il y a des pays en Afrique comme l'Égypte qui sont des grands producteurs aquacoles et qui misent justement sur ce secteur pour permettre d'optimiser une sécurité alimentaire imparfaite à domicile, parce que des pays ont parfois à gérer à la fois des instabilités politiques, des fortes contraintes climatiques, de la croissance démographique, et donc la sécurité alimentaire passe par de nouveaux segments. Certains pays africains misent et comptent fortement sur l'aquaculture pour essayer d'équilibrer leurs besoins alimentaires. L'aquaculture elle-même, faisant l'objet de certaines controverses environnementales, a fait aussi énormément de progrès ces dernières années, à la fois sur les techniques, sur les matériaux, mais même si on prend en compte que pendant un certain nombre d'années, la plupart des poissons d'élevage étaient nourris avec de la farine de poisson, donc des poissons pêchés en mer servaient à nourrir des poissons d'élevage, tout ça est en train de s'estomper dans plusieurs pays où précisément on est en train d'introduire notamment des insectes ou des algues pour nourrir ces poissons d'élevage et avoir des circuits beaucoup plus vertueux d'un point de vue économique, social et environnemental. Le transport maritime mondial a toujours été le déterminant de nos échanges économiques, mais aussi culturels humains finalement, et la mondialisation et les mondialisations qui se sont succédées sont passées principalement par la mer. La grande révolution de la mondialisation ces dernières années est provenue du conteneur qui a émergé au début des années 70, qui a permis d'automatiser et de simplifier les échanges internationaux avec cette petite boîte standardisée qui pouvait facilement passer de terre à la mer sur des grands porte-conteneurs qui aujourd'hui déplacent des quantités de marchandises importantes et permet de rapprocher l'offre et la demande pour des consommateurs exigeants qui veulent de tout le temps, provenant des quatre coins du monde et le plus rapidement possible. Le transport maritime mondial, qui est important, c'est 80% des échanges commerciaux de la planète, est aussi challengé aujourd'hui sur sa contribution à une économie bleue durable, puisque certes il est un moteur de cette économie bleue, mais il est aussi aujourd'hui regardé dans ses stratégies, à la fois pour moins produire de CO2, parce qu'on sait que le transport maritime mondial génère à peu près 3% des émissions de carbone aujourd'hui de la planète. Donc dans nos stratégies de décarbonation, le transport maritime est aussi associé à des démarches de transition, utilisation d'hydrogène, utilisation de l'éolien et de nouvelles voiles, etc. Donc nous avons des réformes en cours dans le transport maritime. Et ce transport maritime, il est aussi à regarder avec des oligopoles. Il y a des grands acteurs sur la scène internationale, notamment européens, et c'est d'ailleurs pas inintéressant de regarder que le transport maritime mondial, aujourd'hui, les trois forces dominantes sont européennes, alors que l'Europe ne se pense pas toujours comme une puissance navale. Or, sur le terrain économique du transport maritime, ce sont des compagnies européennes qui aujourd'hui dominent les débats. Est-ce bien, est-ce mal? La question est ouverte. En tout cas, si l'Europe veut être une puissance navale, elle peut compter sur des compagnies maritimes qui font rayonner l'Europe et aussi finalement un certain nombre de produits ou de valeurs vis-à-vis du reste de la planète.